Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de Skylum, de Luminar AI, donc qui est le nouveau logiciel de Skylum pour la retouche photo, qui est le successeur de Luminar 4. Alors, il y a eu pendant tout le mois de novembre une grosse campagne marketing de Skylum, c'est très agressif. YouTube, enfin en tout cas le YouTube des photographes et des retoucheurs et des créatifs. C'est pas tout YouTube qui s'est retrouvé placardé par Luminar, mais dans cette communauté, il n'y a pas une chaîne qui parle de photos qui n'a pas eu sa vidéo sponsorisée, la plupart du temps, sur Luminar. Ça m'a beaucoup agacé. Euh, En particulier de voir des gens que j'apprécie, j'allais dire que j'appréciais, mais j'apprécie toujours, mais ça m'a un peu déçu, du style F-Stoppers par exemple, du style Peter McKinnon, même si Peter McKinnon c'est devenu une chaîne de télé plus que vraiment une chaîne de photos, mais qu'ils aient pas l'air plus critique que ça et qu'ils se fassent sponsoriser et que du coup évidemment ils desservent tout le truc marketing bien prémâché par Skylum, ça m'a un tout petit peu déçu, voilà, c'est un peu dommage quoi. Euh, donc bon, c'est le genre de pratique dont je suis pas fan et il était hors de question pour moi d'être associé à ça en faisant une vidéo en plein cœur de l'actualité et qu'on imagine que je fasse partie de ce programme sponsorisé. Qui plus est, Skylum a une attitude euh, assez crade envers moi, en gros en sponsorisant un autre auteur pour qu'il fasse une formation complète sur tuto.com et qu'il la sorte gratos et en le payant lui. Ce qui a évidemment ce qui court-circuite complètement tuto.com, du contenu qui devrait être payant, il est en fait proposé gratuitement et en fait la rémunération se passe entre l'éditeur et le formateur. Je vous laisse imaginer tous les problèmes que ça pose, évidemment, mais bon. Donc après, tuto.com n'est pas une plateforme de critique des logiciels, mais avoir en gros du contenu sponsorisé et proposé gratuitement, c'est vraiment un discours déguisé de marketing. Enfin, c'est quand même pas comme ça que ça fonctionne, quoi. En plus, je sais pas ce que l'auteur avait prévu de toucher à la base de Skylum, mais probablement en plus pour une somme qui n'est pas à la juste valeur de la création d'une formation complète, qui a pour but évidemment de complètement dévaloriser le travail des formateurs qui vivent de ça. Donc, et simultanément, ils ont cherché à me proposer une licence gratos pour que je fasse une vidéo au moment de l'actualité, quoi. Donc, bon, voilà, je trouve ça assez dingue, mais bon, c'était pas un comportement que j'ai trouvé très sympa. Et malgré tout, je vais quand même vous faire une review aujourd'hui de Luminar AI le plus justement possible, parce que bon, tout ça, c'est derrière moi, je m'en tape maintenant. Enfin, je veux dire, Skylum, vous m'empêchez pas de dormir, hein, clairement, je m'en fous. J'ai pas besoin de vous pour ni des formations en Luminar pour continuer mon métier, de directeur artistique en agence et de formateur consultant indépendant. Voilà, et je suis et je resterai indépendant, je le redis pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, mais je ne fais plus de partenariat avec des éditeurs. Si j'en fais un, ce sera pour faire gagner par exemple des trucs à vous, à mon audience, c'est-à-dire à proposer un lot, mais ce sera jamais en échange de vidéos sponsorisées pour juste desservir un programme marketing, quoi. Alors, Luminar AI, c'est quoi? C'est la suite de Luminar 4, et c'est surtout, et c'est par là qu'on va commencer, un gros contre-pied, en tout cas, on va dire une entorse de plus au programme qui avait été initié à partir de Luminar 2018, à savoir une ouverture vers les professionnels. Le discours de l'époque, j'aimerais quand même qu'on le rappelle parce que ça a peut-être été oublié, c'est que par quand même un gros vent d'opportunisme, Skylum a voulu proposer, orienter l'outil Luminar en étant compatible pour les pros. Pourquoi? Parce qu'en 2018, c'est le moment de l'annonce d'Adobe de passer sur Lightroom essentiellement mobile et de garder Lightroom classique. Et pendant 2 ans, au moins jusqu'à 2020, quand même Lightroom classique n'a pas eu beaucoup d'améliorations, c'était vraiment des petits ajouts, alors qu'il y avait quand même, selon moi, et je ne vais pas revenir dessus, vous avez peut-être suivi le film sur ma chaîne, mais il y avait selon moi des améliorations à faire dans le module développement, le module catalogue bibliothèque. Je ne l'ai jamais trouvé mauvais, j'ai toujours dit que Lightroom était franchement le mieux à ce sujet, et y compris face à Capture One, qui est un très bon catalogueur, mais qui n'est pas encore aussi puissant, aussi détaillé, aussi poussé que celui de Lightroom, puisque Lightroom a mis l'accent là-dessus dès la version 1. Et donc par gros vent d'opportunisme, Skylum au moment de cette annonce a dit « Ah ben dans le prochain Luminar, on va développer un catalogue pour que les pros puissent voilà, cataloguer leurs images, les retrouver facilement, ça va s'adresser aux professionnels, blablabla. » Le catalogue est arrivé 1 an après. Ce catalogue, c'est pas un catalogue, c'est juste un album, quoi. C'est-à-dire qu'on importe un dossier et chaque image, elle peut être favori ou pas favori.
Donc autant dire qu'on est à des années-lumière de ce que Lightroom est capable de faire, de ce que Capture One et même On One maintenant est capable de faire, ou Darktable, pour ceux qui suivent l'actualité du logiciel libre. Et donc clairement, cette promesse n'a jamais été tenue. Qui plus est, les différents moteurs de développement de Luminar ont évolué, avec à chaque fois une interruption de la compatibilité avec les anciens fichiers sources, ce qui fait que pour un photographe qui se mettait à jour, il y avait à chaque fois un nouveau moteur, ce qui fait qu'on ne pouvait pas réouvrir ou difficilement les développements qu'on avait fait avant. Donc autant dire que c'est complètement anti-professionnel, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune continuité vraiment dans le logiciel et dans la façon dont on pouvait travailler, quoi. Donc c'est resté un bon petit logiciel pour développer ses photos vite et bien. On ne pourra pas enlever ça à Luminar, parce qu'il y a quand même des outils qui sont quand même cool, et avec lesquels on peut faire des trucs assez avancés, mais c'est jamais devenu le catalogueur plus retoucheur, dérotiseur, dématrisseur, on va dire en français, que Skylum avait promis. Et alors là, avec Luminar AI, clairement encore moins. Donc je vais vous l'ouvrir quand même, et vous allez voir qu'au niveau de l'interface, alors je vais le mettre en plein écran, on n'est pas paumé, ça reste du Luminar, c'est-à-dire on arrive ici, là j'ai importé un dossier, la première fois que vous l'ouvrez, il vous propose d'ouvrir un dossier ou d'ajouter juste une image pour la développer, tac, comme ça, sans avoir forcément à importer un dossier, quoi. Donc on a ensuite un onglet modèle qui va vous offrir des templates. Donc c'est censé être, ça me fait toujours marrer, mais c'est censé être, comment on dit, propulsé, voilà, par l'intelligence artificielle, comme on dit en anglais. Et je suis désolé, mais je pense que pour beaucoup de trucs où il y a le petit AI, intelligence artificielle, là, dans les modules, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un terme marketing, mais c'est pas du deep learning derrière. Et j'avais déjà vu ça sur Luminar, en particulier sur les ciels. Donc en fonction des scènes où là vous avez plein de trucs qui vous sont proposés, tout ça c'est jamais que les fameux looks qu'on avait avant dans Luminar, c'est jamais que des templates. On a une glissière, on dit oui, non, 0 à 100%. Donc par exemple, paysage, lumière de ville, et on va dire frisson de la ville, ce qui ne peut pas dire grand chose, et voilà, on a 0 à 100%. Ok, avant, après, ce que ça a fait, c'est ça a débouché les ombres, et ça a contrasté le ciel, en faisant une clarté, quoi. En gros, on pourrait faire ça hein, dans Camera Raw en 30 secondes, hein, mais c'est juste que là, en un clic, bam, c'est fait. Et ensuite, on peut réinitialiser et essayer autre chose si on veut, quoi. Donc, encore une fois, pour développer des photos vite et bien, c'est relativement imbattable. C'est-à-dire que si vous connaissez très bien Camera Raw ou Lightroom ou Capture One, vous pouvez faire ça en 30 secondes, là vous le faites en 2 secondes. Donc pour ceux qui ont vraiment besoin de créer des photos, enfin de sortir des photos à la volée comme ça, c'est sûr que ça va être rentable. Alors on a quand même un truc pour développer ces photos, avec classé par catégorie, outils de base, créatif, portrait, professionnel, c'est les catégories quasiment les mêmes il me semble que ce qu'on avait dans Luminar 4, et on a un petit AI maintenant, y compris d'ailleurs pour un recadrage, donc basé sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il analyse la scène et il me propose un cadrage qui serait intelligent. Alors, je me suis amusé quand même à lui donner des photos que j'estime bien cadrées, je suis pas le dieu de la composition, mais et en fait, il a tendance en fait à vouloir créer des trucs sur les tiers et à dynamiser la composition. C'est pas con, mais c'est pas forcément une réponse ultra pertinente, quoi. Le Enhance AI par défaut, c'est en gros l'accent qu'on avait déjà dans Luminar. En gros, il débouche les ombres, il enlève les hautes lumières, donc il HDRise la photo, enfin il fait un effet HDR en compressant les tons. Et l'embellisseur de ciel, il contraste et il sature les bleus. Donc, il faudra m'expliquer quand même rapidement pourquoi c'est de l'intelligence artificielle. Il prend la couche de bleu et il la sature. Ça, encore une fois, on prend le TSL dans Camera Raw et on le fait en 3 secondes aussi, hein. Donc c'est bon, je trouve ça assez étonnant. Si on met ça, on va remettre à 0. Donc vous avez un bouton pour remettre à 0 et vous avez la possibilité de faire un masquage local. Les calques ont disparu. Voilà, donc ils disent à partir du moment où vous avez en fait la possibilité de faire des masques sur chaque module, il n'y a plus besoin d'avoir de calques. Les calques, ça permettait quand même de rajouter des textures, de rajouter des images par-dessus une image pour faire des petits photomontages. Et là, on a perdu ce truc-là. Donc franchement, je vois pas ce que ça a apporté, à part que ça leur facilite le développement et qu'ils avaient un gros nombre de problèmes. Si vous avez vu ma vidéo sur la retouche de négatifs argentique, donc scanner des négatifs et les retoucher, on a vu que dans Luminar, il y avait quand même des gros bugs, y compris un an après, qui n'ont jamais été résolus sur les calques de duplication. Donc je pense que bon, c'était une façon de dire maintenant c'est une intelligence artificielle, ça fait les trucs tout seul, donc vous avez même plus besoin des calques. C'est censé être tourné comme un truc
euh, positif, quoi, en fait, quoi. Bon, en réalité, je pense que ça pouvait servir. Le seul truc un peu pro et un peu détaillé, un peu avancé qu'on pouvait faire avec Luminar, on nous l'a enlevé, quoi. Maintenant, c'est juste, vous utilisez un module, vous mettez de 0 à 100, voilà, vous poussez les glissières pour voir ce qui vous plaît, et c'est censé faire le boulot, quoi. Ce qui va faire le boulot pour un grand nombre de personnes, hein. Pour le prix qu'ils en demandent, je crois que c'est 70 euros, je sais plus avec le dollar-euro combien ça fait. Euh, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous avez vu là, je peux retoucher une image, voilà, j'ai corrigé quasiment tous ses défauts, quoi. Évidemment, il y a une partie ici l'image est très sous-exposée, elle est encore un peu bouchée, mais pour quelqu'un qui a pas envie d'y passer 3 heures, ça marchera pas mal, quoi. Juste pour vous montrer quand même que l'intelligence artificielle, c'est un peu space leur truc. On va aller sur un portrait et on va voir s'il est si intelligent que ça en termes de portrait. Donc quand on clique sur visage AI, on ouvre le module et on va mettre visage lumière. Et là, on voit très bien ce qu'il fait. Donc, il a détecté le visage et vous voyez que le masque est pas si mal fait. Donc, il arrive quand même à aller faire la retouche au bon endroit. Et par contre, moi, je suis désolé, il y a des trucs qui m'interpellent. Visage mince. Donc, améliorer un visage, c'est apparemment le rendre plus mince. Donc, je vous laisse réfléchir 3 secondes sur tous les problèmes que ça va entraîner. Pareil sur le corps. Derrière, on a abdomen. Donc là, j'ai pas l'abdomen et j'ai même pas envie de vous le montrer. Donc ça amincit. Ça faisait partie de la communication de la première newsletter où on voyait un modèle plus mince avec la retouche intelligence artificielle. Il a reconnu la forme du corps et il l'amincit, quoi. On va même pas en parler de à quel point ça pue. Mais bon, c'est pour ceux que ça intéresse, c'est là. Mais c'est quand même encore étonnant qu'en 2020-21, on montre ce genre de truc en disant c'est un truc cool. On améliore une photo en amincissant quelqu'un. Je vous laisse réfléchir 3 secondes, hein. Bon, néanmoins, le visage, il le détecte bien. Et la peau, ce qu'il va faire quand on dit quantité, alors quantité de peau, ça veut rien dire, ça veut dire une quantité tout simplement de séparation de fréquences. Voilà, si vous regardez sur la peau, en fait, on va vraiment avoir, déjà, ça met un tout petit peu de temps à s'afficher, mais vous voyez le avant et le après, il fait une séparation de fréquences, c'est un gros lissage, en fait. Et c'est tout. Et effacer la brillance, quand vous faites votre séparation de fréquence, regardez ici, il y a un hotspot, évidemment, et il va complètement aplatir le hotspot, ce qui est aussi possible à faire à la main avec une séparation de fréquence. Encore une fois, qu'il ait détecté par la machine un visage, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence artificielle, mais pour moi, dans ce cas-là, tout programme informatique est une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, normalement, c'est l'apprentissage machine, le deep learning, c'est-à-dire un programme qui entraîne la machine à reconnaître des choses et prendre des décisions ensuite parmi tout un tas de trucs qui ont été évidemment précodés. La machine ne pense pas par elle-même encore. Là, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste on a reconnu de la géométrie et on applique une séparation de fréquences qui ne se base que sur des filtres et sur des couches, c'est-à-dire on fait un flou gaussien et on prémultiplie l'image ensuite. Donc c'est un truc qu'on peut faire dans Photoshop et c'est pas de l'intelligence artificielle. Et pour les ciels, c'était un peu pareil. Quand je mettais une photo comme ça et que je lui disais ciel et ciel augmenté, donc on va attendre qu'il la charge, j'avais trouvé dans Luminar que en fait, on peut mettre par exemple un truc dans ce ciel, on va mettre un truc Lightning 1. Alors je sais pas si je vais trouver, voilà un rainbow par exemple, pour histoire que ça se voit bien, je cherche un truc qui se voit beaucoup. Euh, donc il va détecter le ciel, mais ça marche quand même particulièrement bien sur les images qui ont du ciel bleu en fait. Donc là aussi je m'interrogeais et j'ai toujours cette interrogation sur Luminar AI qui est que c'est pas vraiment du deep learning, c'est-à-dire si on lui amène une scène où le ciel est pas du tout bleu, ça va pas marcher en fait. Donc c'est bien la preuve qu'il reconnaît pas la forme entre l'horizon, le premier plan et le ciel, il reconnaît la couche de bleu en fait. Et il va faire un truc dessus, ce qui est quand même, on va changer le ciel par exemple, tac, ici, j'ai un ciel qui est parfaitement bleu, donc ça marche quoi. Si je vais dans une image, hop, on va mettre celle-là qui est un peu surexposée, et si je change le ciel, donc hop, choix de ciel, on va mettre un Dramatic Sky, vous voyez que toute la zone en fait qui est prise, qui est prise à l'horizon, elle est complètement écrasée par le ciel qui a été rajouté. Et regardez l'effet de masque ici, il est complètement à côté, ce qui est la preuve que s'il avait reconnu le motif, ok, et s'il avait reconnu non pas le motif, enfin s'il avait reconnu le motif et pas le bleu, il aurait pu détecter ce truc-là. C'est-à-dire que ça, on peut le contraster, ce qu'on pourrait faire dans Photoshop si on voulait détourer ce truc-là. Alors évidemment, il faut rajouter un ciel où il y a une perspective atmosphérique. Bien entendu, je lui amène une photo qui est vous allez dire, peut-être pas, c'est peut-être pas un cadeau, mais si je diminue l'exposition,
et que j'augmente, alors pas faire, voilà, contraste, structure, voilà. On va baisser les hautes lumières et on va monter les ombres. Alors, dans les ombres ici, j'ai rien. Je voulais juste chercher juste un contraste de base. On va aller tout en bas dans Pro et on va avoir super contraste. Voilà. Sur les tons moyens, voilà, c'est là que je le cherchais. Et juste là, on va vraiment pousser les tons moyens. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé le contraste pour qu'à l'horizon, découvrir quel était le détourage des immeubles. Et là-dessus, je pourrais faire vraiment un truc très précis, très bien découpé. Et ensuite, faire un effet de masque à la main pour que mon nouveau ciel se mélange. En mettant évidemment un ciel de la même couleur et pas un ciel orange sur un truc bleu, ça va pas marcher. Mais tout ça pour dire, s'il s'était pas basé sur le bleu, mais qu'il avait fait une analyse fine, c'est-à-dire vraiment un apprentissage machine de ce qu'il a à l'image pour en reconnaître les formes et faire un masque intelligent, là c'était de l'intelligence artificielle, là ça pouvait s'appeler ciel, sky AI quoi. Et non pas juste, je regarde la couche de bleu et je balance un machin dedans. Parce que mes immeubles, là, ils étaient bleus, mais c'était pas du ciel. Ils étaient pris dans la couche de bleu à cause de la perspective atmosphérique, mais c'était pas du ciel. Ce sont des immeubles. Donc il faut pas les écraser quand on rajoute le ciel. Donc leur truc, il marche bien quand en gros, il y a un terrain très très favorable pour que ça marche bien. Et ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. Vous avez des programmes de deep learning où il y a des retouches qui sont quand même d'assez haut vol, avec un vrai apprentissage machine, et c'est pas juste basé sur la couche rouge, vert, bleu, ou sur la luminance, ou sur l'alpha, si on prend toutes les variables d'une image, c'est vraiment basé sur une analyse du contenu et de ses motifs. Là, il n'y a pas d'analyse de motifs, il y a juste une analyse de couches. C'est pas de l'intelligence artificielle. Donc ce truc-là n'a pas vraiment beaucoup évolué, mais néanmoins, quand on a un peu de bleu et un terrain favorable, vous allez pouvoir changer le ciel de vos images en 2-2, ça marche en général plutôt bien. Dès qu'il y a un truc qui fait que ça rentre pas dans ce qu'ils ont prévu, et parce que clairement donc ce n'est pas du deep learning, bah ça va pas marcher, ça fera pas plus de miracles qu'un autre logiciel. Et encore une fois, à ce prix-là, je pense que c'est assez normal. Mais ce que je veux dire, c'est que on est très loin de la promesse du délire marketing de regarder, ça fait des miracles, ça va changer la photographie. On a eu même une interview, je sais plus si c'était sur F-Stoppers ou BH Photo, ou je sais plus qui avait interviewé, ou DP Review, enfin j'en sais rien, mais un des sites qui parle beaucoup de photos, où le CEO de Skylum disait à quel point ça allait révolutionner la retouche photo, quoi. Non, clairement, désolé, non. Pour la cible qui est, on va dire, utilisation amateur et je veux retoucher des choses vite et bien, encore une fois, oui, ça marche. La promesse de 2018 pour les pros, elle n'est pas tenue, elle ne le sera pas. Ils se sont maintenant lancés dans un truc où c'est en gros, on clique et en 3 secondes, on retouche une image. Ce avec quoi je n'ai pas de problème, mais il faut que ce soit votre truc. Et encore une fois, quand on prend les outils, tous ceux qui sont présents, et qu'on regarde toutes les options possibles, on peut faire quand même pas mal de trucs. Mais tout ça pour dire, c'est exactement la même conclusion que j'avais avec Luminar 4. Sauf qu'à l'époque, j'espérais encore qu'on ait quand même un catalogue qui s'améliore et tout, mais bon, maintenant, ce truc-là, on ne l'aura pas. Les calques ont disparu, on ne se retrouve qu'avec un logiciel qui fait des choses vite et bien pour pas trop cher, qui vous évite de vous abonner et qui va vous permettre de retoucher un grand nombre de photos avec les modèles en quelques secondes, puisque du coup vous allez pouvoir créer votre propre modèle ou utiliser les existants et les appliquer à toutes vos photos. Et évidemment, ensuite on peut exporter, donc pour publier sur le net, évidemment, donc voilà, c'est une exportation avec tout un tas de paramètres qui suffisent pour monsieur tout le monde, y compris quand même en post-prod, c'est-à-dire que là par exemple je peux sortir cette image dans un format style STIFF avec du 16 bits et avec un espace de couleur Profoto RGB par exemple. Donc je peux, si jamais vous voulez l'utiliser vraiment dans une orientation pro, même si je pense que c'est pas fait pour ça, vous pouvez au moins sortir à partir de votre fichier brut, un fichier qui est en 16 bits, qui contient toutes les informations et qui va être dans un profil qui permet la retouche. Profoto RGB, ça va au-delà de ce que tous les écrans peuvent afficher, et même il y a une partie évidemment qui n'est même pas reconnaissable par l'œil humain, quoi. Donc vous avez de quoi faire en gros, quoi. Donc on a quand même encore cette option de se dire, si jamais il y a un truc qui vous plaît dans Luminar, vous pouvez quand même aller le chercher dans Luminar et hop, vous barrez, vous le ramenez dans Capture One, Photoshop, Lightroom, On One, tout ce que vous voulez, puisque vous avez un format qui est possible. Et enfin, je vais finir sur juste un truc qui ne marchait pas très bien dans Luminar, qui était le tampon. Ils ont quand même un peu amélioré quand on va dans Édition et qu'on utilise effacer. On peut balancer des petits coups comment dire, de contenu pris en compte, mais c'est toujours pas du temps réel, c'est-à-dire que vous voyez, on peint et on clique sur effacer. Donc il mouline un petit peu, et boum, il a effacé mon truc. Mais ça marche quand même mieux que Luminar, qui était vraiment assez moisi en termes de tampons. Évidemment, on peut le faire plusieurs fois. Et un dernier mot enfin sur les performances, puisque donc non seulement dans Luminar ça marchait pas bien, mais c'était lent.
Dans Luminar AI, ça marche plutôt bien, et en plus je suis sur la version qui n'a pas encore été optimisée pour Apple Silicon. Donc là, si je tape Luminar, vous allez voir que ça tourne en version Intel. Et Rosetta 2 fait vraiment un job incroyable sur les nouvelles machines Apple pour faire tourner les programmes qui sont toujours compilés pour Mac Intel. Toute la suite Adobe est toujours pas optimisée, pourtant j'ai des performances qui sont meilleures que mon MacBook Pro de 2018 et qui sont à l'utilisation en termes de feeling, pas en termes de calcul brut, mais en termes de feeling, j'entends, c'est-à-dire quand je clique, c'est très rapide, quand je bouge les images, c'est plus rapide et plus sympa à utiliser et plus, on va dire, réactif que mon PC octa-core sur AMD avec 64 Go de RAM et tout, quoi. Après, en calcul brut pur, évidemment, mon PC, ma tour va dépoter beaucoup plus, il y a une carte, il y a une RTX dedans, donc forcément ça va aller plus vite en rendu. Mais en tout cas, l'utilisation, c'est vraiment incroyable que j'ai un MacBook Air, là, un tout petit MacBook Air, qui a même pas de ventilateur. Là, j'enregistre, ça souffle pas. Donc c'est quand même génial quand on enregistre des tutos, on n'a pas de ventilo qui souffle dans le micro. C'est quand même assez incroyable. Donc je ne sais pas s'ils vont le sortir et quand. Ils ont dit que oui. Donc ils ont répondu en disant que Luminar AI sera disponible pour Apple Silicon. Est-ce que ça veut dire que Luminar AI 2021 sera disponible pour Apple Silicon, ou est-ce que la version actuelle sera mise à jour, et gratuitement, j'espère, pour ceux qui l'ont déjà acheté? Je sais pas s'ils ont dit dans le futur ce sera disponible, parce qu'on s'imagine bien que oui, ou si ça veut dire que la version actuelle le sera. Ils ont encore sorti un correctif pour Luminar 4, donc ils sont quand même en train de faire des efforts, quoi. Mais bon, vu quand même par le passé le nombre de bugs qu'ils ont traîné pendant des mois et des mois, je suis obligé de vous inciter à la prudence avec l'éditeur. Mais néanmoins, en émulation, et ça c'est du ressort d'Apple et pas de Skylum, l'émulation sur une machine à base de Apple Silicon, ça marche très bien. Vous pouvez acheter Luminar AI et vous en servir. Les performances sont excellentes. Là, franchement, bravo. C'est vraiment, il n'y aura pas de problème, quoi. Et j'ai pas rencontré de bug quand j'ai utilisé les modules en particulier, quoi. J'ai pas vu de trucs qui déconnent, j'ai pas eu de crash. Pour tout vous dire, j'ai eu plus de crash avec des applications comme Spotify, qui sont pas très gourmandes, hein, quand même, qu'en utilisant Photoshop ou Luminar ou Capture One, qui sont pourtant des applications quand même vachement plus complexes et qui en émulation fonctionnent super bien. Donc voilà, si vous avez la chance d'avoir une des dernières machines Apple Silicon et que vous voulez utiliser Luminar, vous pouvez y aller les yeux fermés puisque ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'était ma review rapide, hein, c'est une découverte de Luminar AI. J'en arrive à la même conclusion que Luminar 4, en ayant maintenant la certitude qu'ils ne feront plus ils n'ont plus du tout pour objectif de viser les pros, ils n'ont plus du tout pour objectif de viser ce que les déçus de Lightroom classique cherchent, à savoir un logiciel hors abonnement et compatible pour les pros. Ils ne veulent pas devenir ça, c'est évident. Ils ont enlevé les calques, donc tout ce qui est retouche un tout petit peu avancé et comment dire, petit trucage, ce n'est plus disponible. Mais par contre, si vous cherchez un outil pour retoucher des photos vite et bien, sans vous prendre la tête, pas cher et qui a de bonnes performances, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Et il faut évidemment être OK avec l'idée que ça risque encore d'évoluer probablement dans les prochaines versions. Ça va probablement ne pas être compatible avec les anciennes versions, parce que de Luminar 2018 à Luminar 4 à Luminar AI, ce n'est plus le même moteur, donc vos développements ne sont plus les mêmes. Donc si vous cherchez une continuité dans votre production photographique, c'est pas l'outil pour vous, c'est vraiment c'est un peu un outil de one shot, quoi. J'ai envie de retoucher des photos, je veux les rendre jolies vite, je les publie, et je sais que j'aurai pas besoin de les réouvrir dans un an ou deux, parce que cet outil, clairement, ils ont tellement changé leur fusil d'épaule qu'il n'y aura pas de pérennité, à mon avis, sur cet outil, quoi. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je voulais faire cette vidéo vraiment après tout le délire marketing sur Luminar AI, et encore une fois, je voulais pas y être associé parce que cette review n'est pas sponsorisée, je n'ai pas eu la licence de Skylum, certainement pas, et je voulais prendre le temps de le tester et de voir ce que ça donnait dans des conditions réelles, et une fois que tout ce bruit était un petit peu apaisé, quoi. En tout cas, je vais reprendre une production un petit peu plus régulière sur ma chaîne, donc vous retrouverez des vidéos de découverte sur les autres logiciels et les tutos habituels sur évidemment Capture One, Photoshop, Lightroom, Affinity et les autres. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.